Je tape souvent sur la mentalité française, donc Ouais. si vous me détestez, c'est le moment d'arrêter tout de suite le programme. Il y a plein de gens qui me disent « Oui, tu critiques la France, retourne aux États-Unis » Honnêtement, entre J'en rêve. Ouais, J'ai dû chercher des stages pour valider mon diplôme. ok. Je dis que j'ai une entreprise, je suis très fière, j'ai un bon chiffre d'affaires, je suis contente. Ouais. Ils m'ont refusé tous un à un Ah parce oui. que j'avais une entreprise. Moi, quand je suis invitée à une soirée d'un groupe média très connu, je leur dis toujours, c'est comme si vous receviez un virement de 20 000 balles. Ce que je fais en une journée, si on me l'autorisait, je pourrais vraiment le faire en 2 heures et partir. Est-ce que tu penses qu'à l'heure actuelle, tu pourrais justement sortir avec quelqu'un qui n'est pas entrepreneur, arriver à créer un nous sans qu'il y ait un projet commun pro? Je suis tellement que j'ai du mal à cette question. Bonjour Caroline, Salut Anaïs. je suis ravie de te recevoir, vous ici j'ai envie de dire. Et j'ai envie de commencer par une petite anecdote. Il y a, 6 mois, je voulais créer mon podcast et j'ai noté « J'aurai Caroline Mignot sur mon podcast un jour ». Et là, Je l'aurai un jour. Je l'aurai, like a Pokémon. Et pourquoi ? Parce que tu es une éminence un petit peu, beaucoup même dans le podcast et tout simplement dans la stratégie digitale. Donc je vais te laisser te présenter, ta carte blanche vraiment. Beaucoup de choses à dire j'imagine, mais voilà, tente de faire original. Ok. Alors, si tu veux que je fasse original, on va dire que je suis fille de prof déjà. Ok. Donc, ça m'a donné très sérieusement le syndrome de la bonne élève. Ça a fait que j'ai toujours voulu faire le mieux possible. Ouais. Et du coup, j'ai commencé ma carrière en étant l'employé modèle. Je suis partie évidemment en stage de fin d'études à New York parce que ça faisait bien sur le CV. J'ai voulu avoir les plus belles écoles que je collectionnais un peu comme des médailles sur ma chemise. Et en fait, j'ai passé 8 ans et demi à New York avant de perdre toute ma vie, entre guillemets, c'est-à-dire mon job, mon mec, mon appart à New York, sur un malentendu, puisque la marque qui venait de me débaucher, qui m'avait promis le contrat de ma vie, a changé d'avis pendant les démarches de visa. Génial, une marque de bijoux, c'est ça ? Alors ça, c'est ce que j'avais. Ça, c'était ma dernière expérience, parce qu'en Ok. 8 ans, franchement, on va dormir si je te raconte tout ce que j'ai fait. Et puis surtout, au rythme de New York, la ville qui ne dort pas littéralement, il s'est passé plein de choses. Mais Trop cool. en fait, c'était plutôt une marque qui faisait du vêtement. Ok. C'était la marque Saint-James, je ne sais pas si tu connais, c'est des marinières. Très, très jolie marque héritage. Et en fait, ils ont changé d'avis pendant les démarches de visa. Donc, je me suis retrouvée en France à poil du jour au lendemain. Et heureusement, j'avais mes parents qui habitaient sur Paris, donc j'avais un toit sur la tête. Mais j'ai dû recommencer ma vie à 28 balais, 29 Incroyable. balais. Et c'est ça qui est assez rigolo, je pense, dans mon parcours. C'est que grâce à cet incident, il y a pire, hein. Honnêtement, c'est des problèmes de riches de perdre son job et son visa. Ça arrive à tout le monde. Mais ce que ça m'a appris, c'est qu'en fait, parfois, dans le dénuement, tu te rapproches de ce qui est essentiel. Et en fait, en étant dans l'énergie du désespoir, je me suis dit, comment est-ce que je peux me reconstruire 2 fois plus vite ? La chance que j'avais, et c'est pour ça que toutes les personnes qui perdent leur job, je leur dis toujours, en fait, tu perds ton expérience, mais Ouais. tu ne perds pas tout ce que tu as appris. Et au final, moi, j'avais fait 10 ans de marketing dans des très belles boîtes. Je savais lancer des boîtes de zéro, puisque mon job, c'était de lancer des marques françaises sur le marché US. C'était pas si loin de l'entrepreneuriat. Clairement. Et du coup, je suis assez naturellement retombée sur mes pattes dans l'entrepreneuriat, aussi parce que, et je tape souvent sur la mentalité française, donc Ouais. si vous me détestez, c'est le moment d'arrêter tout de suite le programme. Je vais encore certainement balancer sur l'état d'esprit français qui, pour moi, freine à fond notre progression de carrière et entrepreneuriale, qui fait que chacun est un peu dans ses croyances limitantes. L'échec, c'est pas bien, peur du jugement des autres, pas beaucoup d'entraide, on ne partage pas trop ses contacts, on ne fait pas confiance aux voisins. Ouais. Et du coup, en fait, je me suis fait connaître, entre guillemets, sur les réseaux en disant « Mais un autre monde est possible !» Moi, je l'ai vécu, je l'ai vu, et tout est parti un petit peu de là. Mais clairement, et ça fait beaucoup écho à ma conviction que les réseaux sociaux ont inversé un peu la tendance en distinguant vraiment clairement expérience d'expertise. C'est-à-dire que toi, oui, tu perdais ton expérience, mais toute l'expertise que tu avais acquise, en fait, c'était de l'or. Et je pense que c'est vraiment dans les moments de désespoir, justement, où tu prends les meilleures décisions parce que tu es en mode survie. Donc, je pense que ton cerveau, il réfléchit beaucoup mieux vers ton bien-être que quand tu es dans un confort ultime, que tu as une vie qui semble genre parfaite, idéale. Donc c'est assez dingue. Et c'est aussi assez rare, en fait, de faire ce switch. Comment tu l'as vécu un petit peu, de faire une sorte de deuil de ce syndrome de la fille parfaite, de la très bonne élève qui rentre dans les clous? Est-ce que ça a été violent pour toi ou au contraire, tu t'es dit en fait, c'est une opportunité de dingue parce que j'en avais ras la casquette de cette vie?
Un peu des 2. En fait, tu sais, j'ai l'impression qu'il y a un peu 2 drivers en Mmh. général chez les gens. Il y en a certainement plus, mais chez les gens que j'ai autour de moi, il y a 2 drivers. Chez les premiers, c'est le statut. C'est des gens qui ont besoin d'avoir des belles notes, d'avoir des belles écoles, d'avoir des belles entreprises. Coupable. Avec celle Et le deuxième driver, c'est l'argent. Et Ouais. j'en discutais Mmh. avec des amis autour de moi. C'est en fait, moi, quand je suis invitée à une soirée, par exemple, d'un groupe média très connu Mmh. ou un truc un peu privé, je leur dis toujours, c'est comme si vous receviez un virement de 20 000 balles. C'est, en Ouais, fait, mon driver, moi, c'est beaucoup c'est le la statut. reconnaissance. Derrière ça, il y a la Mmh. reconnaissance. Tu l'as très bien dit. Et en fait, mais l'argent est un type de reconnaissance aussi. Mais en tout cas, tu observes souvent que Mmh. les gens vont chercher soit du statut, soit de l'argent. C'est le type de reconnaissance, en tout cas, qu'en général, on nous a appris à aller chercher. Et en fait, ce qui a été très difficile pour moi, c'est qu'à ce moment-là, j'ai jamais été en danger, j'ai Ouais. jamais été à la rue. Mais ce qui a été difficile, c'est le déclassement social. C'est en fait Ah de ouais. passer de la copine qui est à New York, ah c'est ma copine Caro de Manhattan, à ah bah tiens, faut que je te présente Caro. Par contre, elle a pas de mec, pas d'appart et pas d'argent en ce moment, tu peux pas l'aider. Et en Ouais. fait, ça a été difficile, mais difficile encore une fois. C'est hyper important pour moi de te dire, Mmh. je considère vraiment ça comme des problèmes de riches. Ce qui est très Bien dur, c'est sûr, comme bien sûr. c'était mon driver, Mmh. j'ai tout perdu d'un coup et je me suis retrouvée en fait dans une position hyper déclassée où je me suis dit putain, j'ai fait tout ça pour rien. Là où moi dans ma famille, je viens d'une famille avec un peu un héritage protestant, on m'a toujours dit en fait travaille, travaille, travaille parce que ça paie, mets de côté, Ouais. sois humble, courbe les chines, serre les dents et tu vas y arriver. Et en fait à ce moment-là, tu te dis putain, c'est pas juste cette mythologie que toute ma vie on m'a appris à suivre, qui est ça paye, soit méritante et tais-toi. Mmh. En fait, j'ai tout perdu d'un coup, je me suis fait balayer d'un trait de plume maintenant, je suis une bonne à rien. Je me suis vraiment sentie Putain. comme ça. Après, pour du coup, la deuxième partie, euh, quand je te dis c'est un peu les deux dans ta question, ça m'a aussi donné une énergie incommensurable parce que en général, tu l'as dit, c'est l'énergie du cerveau Mmh. reptilien, le mode survie. On se pose toujours la bonne question quand on se dit tu perds ta partie au jeu vidéo, tu perds ton code quand tu es développeur, Ouais. tu repars d'une page blanche, Mmh. se poser la question comment je peux faire maintenant pour reconstruire 2 fois plus vite, c'est un excellent moyen de sortir de la dépression. Ah vraiment, vraiment. En fait, ça t'a poussé à être dans une sorte d'action, quasi vitale. Donc ouais et sortir de cet état un peu dépressif, Ouais, et t'es, réfléchir à l'optimisation aussi. mmh. Parce qu'en fait, c'est comme quand tu es en CDI. Tu sais, tu réfléchis en 9h-18h, et du coup, c'est ça qui fait que tu deviens potentiellement inefficace. C'est en Clairement. fait, tu prends la place qu'on t'alloue. Mais Ouais. si on te dit fais-le moi en 20 minutes, mais je suis sûre que tu peux être 2 fois plus efficace. Bah, c'est un petit peu la même chose. J'ai toujours eu une énorme conviction sur ça, sur tous les stages que j'ai faits, les expériences pro que j'ai eues, que ce soit d'ailleurs à Londres, en France ou n'importe où ailleurs. C'est de me dire, mais ce que je fais en une journée, si on me l'autorisait, je pourrais vraiment le faire en 2 heures et partir et vivre. Donc ça a été aussi un moteur. Est-ce que quand tu étais plus jeune, etc., et que tu étais justement pleine de cette fougue de je vais exceller, je vais performer et je vais avoir la meilleure école, le meilleur job, le meilleur mode de vie. Est-ce que tu te disais un jour que tu allais être capable ou avoir même envie d'entreprendre? Franchement, j'ai jamais osé en rêver, pour être sincère. J'avais l'impression que c'était pour les autres. Ouais. Moi, mes parents n'ont pas du tout été défavorisés, Mm. mais je viens de classe moyenne. J'ai 2 parents qui sont fonctionnaires. Et pour moi, l'entrepreneuriat, c'était un rêve de riche. Mm. J'avais des amis qui étaient assez fortunés et qui, du coup, avaient des parents qui disaient ah bah tiens, tu veux lancer ta marque de sac à main, vas-y. Tu veux faire ça, vas-y. Moi, tu te doutes bien, je suis restée à New York jusqu'à 28 ans. Donc, en fait, Mm. les gens qui lançaient leur business à New York, C'était pas le même game. c'était pas, honnêtement, on va pas se mentir. Et d'ailleurs, c'est là aussi où parfois il y a plein de gens qui me disent oui, tu critiques la France, retourne aux États-unis. Honnêtement, J'en entreprendre. rêve. Ouais, oui, oui. Et en même temps, quand je critique la France, c'est pas pour dire tout est beau aux US, encore Mm. moins Ah ouais, c'est avec ce sûr. qu'on est en train de vivre en ce moment. Quand je critique la France, c'est juste pour dire on peut faire mieux parce qu'il y a un meilleur mindset qui est possible Mm. et qui nous aidera tous à avancer. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, le problème qu'on a tous en France, c'est de rester toujours capé sur ce qu'on peut pas avoir, de se dire ta place, elle est délimitée par le voisin. Si tu as un voisin qui a quelque chose, c'est forcément en C'est fait moins de place exclusif. pour toi. Mm. Et ça, pour moi, c'est une hérésie. Mais à côté de ça, on a quand même la chance en France de pouvoir entreprendre maintenant avec des ressources, des bourses que Mm. tu n'as pas aux États-Unis. Ça c'est clair. Ça c'est clair.
c'est un peu plus équitable Bien sûr, en même France. l'accès aux écoles. Ouais, bien sûr. Ah Tu oui, vois, quand tu as des frais de scolarité à 40 000 balles Mm. l'année, quand tu vois que le président Obama, à 47 ans, il a remboursé ses études, c'est lunaire, quoi. Quel enfer. Non, mais Je sais quel... plus si c'est 47 ans, au cas où, me taclez pas dans les commentaires. Bon, J'ai en pas tout révisé. cas, l'idée y est, c'est qu'ils ont des dettes toute une vie. Ouais, Et encore, il a été président pour la rembourser. Donc on voit assez clair. Et c'est clair que je vois la différence en entretien pour un petit peu euh, te défendre quand même ouais. sur cette différence mentalité anglo-saxonne de manière générale et mentalité française. En entretien, quand je dis que j'ai une entreprise, pourquoi? Alors oui, petite pause. Pourquoi je fais des entretiens? Ouais, Parce que je suis encore étudiante et que j'ai dû chercher des stages pour valider mon diplôme. ok. Je fais des stages pour la France. Je dis que j'ai une entreprise, je suis très fière. J'ai un bon chiffre d'affaires. Je suis contente. Ouais. Ils m'ont refusé tous un à un Ah parce que oui, j'avais une entreprise. ça, ouais. Tous. Ouais. Sous prétexte que je travaillerais pas pour eux, que voilà, c'était un faux stage pour moi ou Mm. que sais-je. Aux États-Unis, c'est oh my god, it's incredible. Bien Et, sûr. et instantanément, c'est une clé d'entrée pour moi dans une autre entreprise parce qu'ils savent qu'ils veulent des micro-entrepreneurs Mm. partout et ils savent que je vais faire du bon taf. Donc moi, c'est le truc qui mà le plus choqué enfin, mon petit niveau, entre la Ouais. différence des deux, quoi. Non, mais tu as totalement raison. En fait, il y a encore une vision très présentéiste qui fait qu'en France, en fait, on se dit, ah, mais si elle a l'esprit entrepreneur, en fait, elle va Mm. partir, mais elle est pas encore arrivée. Prends-la si Exactement. c'est le meilleur profil. Pourquoi est-ce que tu veux quelqu'un qui est Mm. capable de rester vissé sur une chaise sans jamais te faire d'infidélité pendant des années Exactement. C'est pas ceux-là les profils type de A-players, ceux qui cartonnent. Et c'est pas non plus comme ça que tu les gardes. Je trouve que c'est un peu la même vision que quand tu es en couple. L'oiseau, il reste dans la cage quand la porte est Ouais. ouverte. Donc en Mm. fait, c'est une super mauvaise vision Mm. de se dire, ce serait aberrant, c'est comme dire en relation, ah, je veux pas être avec quelqu'un que tout le monde s'arrache parce qu'en fait, derrière, je vais devoir me battre pour le garder. Bah oui, mais en fait, quelle est ton ambition si tu Bien réfléchis comme sûr. ça? Bien sûr, bah, c'est exactement ça. C'est une question d'ambition, de aussi, je pense, de confiance en ton entreprise. Enfin, il y a plein de choses. Et dans le mail de réponse, c'est je cherchais quelqu'un qui deviendrait un CDI. Je suis même pas en stage de fin d'études, hein. Je me suis dit, mais mec, ton IA, il m'a envoyé son résultat d'IA. Il y avait genre 96 sur 100 à mon entretien, tu vois. Donc il m'a dit, vous étiez le meilleur profil, mais malheureusement, je cherchais un futur CDI. Je me suis dit, mais prends-moi 6 mois, au moins, je Ouais. t'aide, tu vois, si Ouais. t'as personne. Et non. Donc, bon, finalement, c'était un bon signe pour que je continue ma boîte. Mais voilà, je trouvais ça assez marquant aussi de mon côté. Donc, je confirme. Et tu fabules pas du tout, en fait, surtout que tu l'as vécu. Donc voilà. Et Tu justement, vas faire peur aussi. Ça, tu vas faire peur en ayant un profil comme ça. ouais. Moi, je sais que quand j'ai commencé à postuler avec 2 à 3 ans d'expérience aux États-Unis, en France, à des Mhm. postes de cadre, 2-3 ans d'expérience, en ayant déjà managé des gens. Ouais. Parce que moi, dès que je suis arrivée aux US, mon boss, il m'a mis. Ça a Ouais, commencé ça, par sa c'est- fille. Et puis après, il m'a mis de plus en plus de personnes. Et c'est vrai que j'ai toujours eu le côté animatrice de colo. Trop cool. Donc j'aimais bien avoir une équipe et j'aimais bien le travail de groupe. Ouais. Donc en fait, j'ai managé très tôt. Et en fait, quand je suis arrivée pour des postes français en me disant, ah bah tiens, pour un joli Mhm. poste, par exemple, chez Clarins, bah, je me vois bien revenir dans le circuit, en fait, et prendre ce poste. Ouais. Le problème, c'est quand on sent que tu as faim en France, que tu as les dents qui rayent le parquet, mais Mhm. parce que tu as envie de te prouver, tu as envie de réussir, que tu es ambitieux, Mhm. tu fais peur. Ton boss se dit, elle va être immanageable, alors que c'est pas du tout le cas. Au contraire, c'est des gens qui sont en général très autonomes. Clairement. Ton boss se dit, elle risque de partir parce que tout le monde va la vouloir. Mm. Oui, mais c'est le pire argument de la Terre. Et enfin, il se dit que potentiellement, tu es un profil instable, donc tu vas faire ton Elon Musk Ouais, dans ses bureaux. Faites ça. Voilà. Ouais, non, c'est clairement ça. Mais je pense qu'il y a eu un mélange de tout ça. Peut-être, ouais, j'ai pas envie de pousser le bouchon trop loin, Mais il a mais dû un sentir- homme de 50 ans Ouais. qui me voit, moi, peut-être avoir même des meilleurs résultats que son entreprise. Oh là là, alors là, n'en parlons pas. Voilà, je pense que j'ai fait l'erreur d'être trop honnête et d'être Ouais. fière de ce que je présentais parce que je pensais que ce serait un atout. Mais Bref. pourquoi est-ce que tu as voulu... Elle lui fait passer un entretien. Pourquoi est-ce que tu as voulu Franchement, postuler chez lui parce si c'est que, pas... C'était très précis, c'était en Venture Capital à l'île Maurice pour le continent africain. D'accord. Donc un truc que j'avais jamais fait, enfin j'avais fait du venture du VC, mais pas en Afrique. Et je trouvais ça cool de combiner stage à D'accord. l'étranger, expérience complètement what the fuck, et marché que je voulais apprendre en fait. Puisque voilà, ça touchait aussi à l'entrepreneuriat, donc je me suis dit je fais d'une pierre deux coups et D'accord. c'est cohérent. Ok. Mais
Voilà. Et c'est marrant que tu cherches un stage dans ce domaine-là, alors que c'est pas des sujets que tu couvres dans ton podcast, par exemple. Ah, c'est vrai. Mais j'ai un gros problème de dissociation d'identité. Ouais. C'est-à-dire qu'en VC, j'adore, mais c'est vraiment la partie corporate de moi. Et la partie entrepreneuriale, je la garde pour cette bulle-là. Mais c'est vrai que je mélangeais très peu les deux jusqu'à récemment, parce que personne m'avait laissé cette porte Ouais. d'entrée. Voilà, tout simplement. Mais je gagne en cohérence avec le temps, donc j'ai de plus en plus Ouais. plaisir à en parler et à mélanger les deux. C'est pour ça que Et dans tous les cas, on va tous devoir être nos propres communicants demain. Mm. Donc en fait, avoir un média et en plus des ressources, de l'expérience dans le monde de la finance, je pense que ça peut très bien te positionner. Mais clairement, clairement. Et j'ai tellement appris, lors de mon dernier stage en VC, en fait, c'est pour ça que quand j'écoute un podcast de toi Ouais. ou ton livre, par exemple, en fait, c'est rassurant, je pense, pour les femmes ambitieuses qui sont pas encore sûres d'être cohérentes et qui, en fait, voient que la vie est bien faite, que tu as eu des gros changements, je pense, à répétition. Franchement, j'avais entendu vraiment ton parcours depuis le lycée et je m'étais dit, mais c'est dingue comme elle rebondit à chaque fois et qu'elle gagne vraiment en alignement, j'ai l'impression. Et du coup, toi, peut-être d'un regard extérieur, c'est pas le cas, mais t'estimes que c'est quelle période de ta vie où t'étais le plus alignée, le plus vraiment en raccord avec ta vie, et tu t'es dit, c'est la vie dont je rêvais, quoi. Alors, aujourd'hui. Ouais. Et en fait, si je t'avais pas dit la journée d'aujourd'hui, c'est qu'il y avait un problème. Ouais, trop cool. Je pense que déjà, pour rassurer ceux qui nous écoutent, c'est bien parce qu'on a quand même toute la vie devant nous. Donc ça sert à ça, en fait, ça doit être notre quête à tous, c'est qui je suis, quoi. C'est le chemin. Je sais pas si tu as lu ce bouquin Kilomètre Zéro, Oui. je le recommande à tous les entrepreneurs. Bien sûr. C'est vraiment, en fait, s'il y a une quête à avoir dans l'entrepreneuriat, c'est pas la quête de CA, c'est la quête de soi. Qui je Clairement. suis, qu'est-ce qui m'intéresse, quel impact j'ai envie d'avoir sur les générations futures. Pour moi, c'est ça l'entrepreneuriat, dans ses lettres de noblesse. Et je pense que plus tu te gourres, plus ça te rapproche de toi-même. Et ça, c'est le truc le plus optimiste et positif que j'ai entendu sur les erreurs. C'est en fait, les erreurs, elles sont pas là pour rien. Elles te rapprochent de toi-même. Elles te donnent l'énergie du désespoir. Elles te permettent d'identifier tes limites. Elles te rendent meilleur avec de nouveaux apprentissages. Et en fait, ça te forge pour que chaque jour, tu sois la version la plus alignée possible avec ce que tu as envie d'être. Et je pense aussi que ça va évoluer tout au long de notre vie. Tu vois, on grandit, on veut être chanteuse ou astronaute. Et puis après, je pense que tous les 5 ans, on a un peu des cycles. Il y a même un pote qui m'a dit il n'y a pas longtemps, c'était tous les 10 ans, il m'a dit Caro, il y a la crise de la quarantaine. Je te prépare. Ok, ouais, non, mais c'est ultra rassurant. Et toute ma jeunesse, bon, tu vas me dire, je suis encore assez jeune, mais je me disais, mais putain, quand est-ce que je vais trouver le truc unique que je vais faire? En fait, j'ai compris que la vie, elle n'était pas du tout comme ça en écoutant les entrepreneurs et que c'était juste un joyeux changement constant. Et c'est trop cool, du coup, que ce soit aujourd'hui la réponse, quand même, c'est rassurant. Est-ce que tu penses, d'ailleurs, que c'est en partie grâce à l'amour? Je sais que ça joue énormément de place. Tu m'as fait un de ces regards à Karine Le Marchand. Est-ce que ce ne serait pas une histoire d'amour? Ou peut-être Faustine Boller. Non, mais j'ai remarqué dans tes discours, très souvent, tu fais référence aux grands changements de ta vie et c'est souvent raccord avec des fins de relation, des débuts de relation. Bon, là, en espérant qu'il n'y ait pas de fin. Je te dois combien pour cette psychothérapie? Tu m'inquiètes. Non, mais je fonctionne beaucoup à l'amour. Et j'ai jamais vu de rôle modèle qui disait là, mon mec m'a quitté. Et en fait, du coup, je suis partie. Et puis, j'ai trouvé un autre mec qui m'a donné envie de faire ça. Et c'était incroyable. Et on a monté une boîte. Cette lecture-là. Pas tellement. En fait, pas tellement. C'est plutôt, en fait, j'ai perdu mon taf à New York. Ouais. Du coup, mon mec de l'époque, mais c'était pas une relation. Oui, c'était ça faisait pas 8 ans que j'étais avec, mais il m'a dit en gros, je préfère qu'on se sépare. Et du coup, c'est vrai que je dis à ce moment-là, j'ai tout perdu. Et dans l'eau, il y avait ce mec qui n'était clairement pas le bon. Mais j'ai pas trop fait de choix par amour. J'ai plutôt eu tendance à faire un peu l'inverse pour être sincère avec toi. Et je pense que c'est pas un aspect très reluisant de ma personnalité. Mais je vais te le confier. Je prends. Toute ma vie d'expat, elle s'attend à une dinguerie. Anaïs, elle est là. Wow, je suis toute oui. Non, mais toute ma vie d'expat, en fait, j'ai fait vraiment des choix pour moi.
Et tu sais, autant on a toujours une copine où on est là, arrête de faire des choix pour les autres. Ouais, Autant il y a un moment où je me suis dit, Caro, je pense que tu te regardes un peu trop le nombril et tu as trop envie de réussir. Et je ok. trouve que c'est OK de voir aussi l'excès inverse. C'est pas bon de trop penser à soi. C'est pas bon de faire des choix ou même quand tu es très amoureux, en fait, tu dis, bah, c'est ma carrière avant tout. Ouais, Et je pense que c'est des choix qui se payent au prix fort. Et moi, j'ai perdu notamment une grande histoire d'amour. J'ai pas de regrets, ouais, mais ça m'a appris et ça m'a forgé pour la suite. Je me suis dit, en fait, j'ai perdu une histoire d'amour. La deuxième fois que j'ai l'opportunité de vivre ça, je ne le laisserai pas passer. Et j'ai laissé partir l'homme que j'aimais en lui disant, en fait, je reste à New York. Et pour incroyable. moi, New York était au-dessus de tout. Et aujourd'hui, le plus beau cadeau qu'on m'ait fait, c'est de me retirer de New York de force en me faisant rentrer en France. Parce qu'en fait, je pense que sinon, toute ma vie, j'aurais choisi cette ville à mes relations Bien et que sûr. c'était pas un schéma viable. Et quand j'ai rencontré mon conjoint Arnaud, qui a un rôle effectivement hyper important dans ma vie, je me suis dit, ça y est, bah, ça c'est ma deuxième chance. On n'a Incroyable. pas toujours de deuxième chance en amour. Moi, je pense qu'on a parfois qu'une seule vraie belle histoire d'amour. Et du coup, quand j'ai rencontré Arnaud, je me suis dit, pour la première fois, euh, voilà quelqu'un qui va influencer mes choix. Ça va plus être moi et quelqu'un. Trop cool. Ça va être nous. Et c'est encore une bataille dans mes relations. Et je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vont se reconnaître dans ce truc-là. On est tellement obsédés par notre quête Ouais, intérieure ou extérieure, notre business, la construction de plus grand que nous, qu'on peut avoir tendance à négliger ceux qui sont autour de nous et les voir en fait comme des plus, des bonus. Et ça a été une bataille dans ma relation avec Arnaud, mon conjoint, qui me disait, mais en fait, maintenant, c'est nous. Il faut que tu mm, réfléchisses, nous, et il faut qu'on fasse des choix à deux. Tu peux pas décider du jour au lendemain de partir 3 semaines sans m'en parler. bien Et en sûr. fait, j'étais là toute ma vie. J'ai fait ça sans me rendre compte, Ouais, que c'était sans me rendre impactant. compte que j'étais une énorme égoïste. Mm. Et c'est OK. En fait, je trouve que en ce moment, je suis en train de regarder Bref. Ah, incroyable. Et j'adore ce moment où il se rend compte qu'il est le mec du film. Et je trouve que la morale, elle est hyper puissante parce qu'en Mm. fait, bah, on est tous la personne du film, en fait. Ouais. Mais la personne du film se serait jamais reconnue. Donc il est fort ce moment où tu dis, je suis une grosse égoïste, ou genre j'ai pensé pendant un temps que la réussite Mm. c'était ça, et en fait maintenant, bah, il est temps que ça change, et je décide que ça change, et je le fais vraiment. Putain, c'est incroyable. C'est incroyable et c'est clairement un dilemme, je pense, et une des peurs, tu sais, qu'on se met avant même qu'il y ait des vrais problèmes quand tu te lances dans l'entrepreneuriat. Moi, je sais pas, j'avais une petite crainte de me dire, imagine, ça me sépare de mon mec. Parce que même si je suis jeune, ça fait Ouais. 7 ans que je suis avec lui. Oh waouh. Ouais, non, je sais pas ce qui se passe, j'ai une vie bien accélérée, on va dire. Mais du coup, j'avais une peur de me dire, et si je réussis trop, Et que ça ou vous si ça me distance. bouffe et ça m'obsède, Ouais. est-ce que ça mettra de la distance Et du coup, c'est ultra rassurant de te dire, voilà, on est capable de penser pour nous, nous le tout, Ouais. et pas que à soi. Et je pense que ça, j'ai eu la chance de m'en rendre compte tôt pour pas que ça impacte trop l'autre personne, tout simplement, quoi. Et c'est grave impactant. Et je m'étais permis cette réflexion parce que dans tes podcasts, souvent, tu te disais, coup de chance, un mec me propose ça, donc je fais ça. Et en fait, je Ah, pense c'est que, beau. en fait, je pense que t'es plus intuitive dans ma tête Ouais. que peut-être ce que tu penses être. En tout cas, côté Un truc qui relation. m'a vachement marqué, auquel tu fais peut-être allusion, c'est que un de mes ex que j'adorais, qui était très très intelligent et qui construisait beaucoup de choses, et c'était un salarié, mais il y a beaucoup d'entrepreneurs dans le salariat, Ouais, bien sûr. hein. Beaucoup de gens qui créent en permanence et qui construisent. Et en fait, il m'a expliqué ce que c'était qu'un hackathon. Ah ouais. Et pour te dire à quel point j'étais pas du tout éduquée à l'entrepreneuriat, en fait, il m'avait dit qu'il avait gagné cette compétition. Il m'avait expliqué que c'était un appel à projet. Et moi, quand j'étais à l'école, on faisait des compétitions. Bah ouais. Comme ça, où en fait on était mis par groupe et tout. Et moi, j'adorais ces trucs-là. Et je me dis, ah putain, je veux faire ça. Et en fait, ça m'avait fait réagir. Mais c'est pas, tu vois, ma relation, le fait que ça Mm. se crée ou que ça se rompe. Mais je me souviens de cet ex qui m'avait dit, j'ai participé à un hackathon. Et je me souviens aussi de ce moment-là que je relatais dans un Reels où ça m'a vachement, justement, ça m'a enlevé mon driver que tu connais maintenant, le statut. Ouais. Vous savez tous comment me blesser désormais. En fait, il m'a dit, mais Caro, si on faisait un projet ensemble, tu ferais quoi, le PowerPoint? Et en fait, c'est là où je me suis rendu compte, je me suis dit, mais en fait, le marketing,
aujourd'hui, les gens comprennent pas la Ouais. valeur centrale que ça. En fait, pour moi, le marketing et l'entrepreneuriat, c'est la même chose. C'est apprendre comment lancer un projet, une offre sur le marché le plus vite possible, avec le moins de ressources possible et le plus de ROI. Et du coup, je me suis dit, mais j'ai tout à amener dans ce projet. Mais lui, ce qu'il voit, c'est qu'en fait, le marketing, bah, c'est un PowerPoint. Mm. Et ça, comme souvent, tu vois, dans le parcours du héros, le Mm. fait qu'on m'enlève mon statut, ça m'a donné l'énergie du désespoir. Et il y a cette vidéo d'Hormozy que j'adore qui dit Champions are broken. Les champions, ils n'ont pas un truc en plus, ils ont un truc en moins parce qu'on Ouais. leur a enlevé quelque chose. Bah, moi, en fait, quand il a fait ça, cet ex, quand il m'a dit qu'est-ce que tu ferais le PowerPoint, sans méchanceté aucune, juste c'est sorti tout seul, je me suis dit j'ai envie de lui prouver, mais très très fort qu'il se trompe. Et c'est suite à ça que j'ai lancé ma première boîte. Incroyable. Bah, comme quoi, incroyable parce que c'est vrai qu'en fait, personne n'a envie d'être cette meuf de la com. On nous fait passer un peu pour la meuf qui bosse 3 heures par jour, elle part à 16 heures, les meufs de la com, tu te rends compte? Bah non, pas du tout. Tout ce qui est B2C, même B2B maintenant, de plus en plus, le marketing, c'est un impératif pour que le projet réussisse. Et même en VC, moi, c'était mon premier réflexe, c'est attends, c'est quoi ta stratégie marketing? Ouais, ok, désolée, mais t'en as pas, donc ça va être compliqué d'investir, quoi. Donc voilà, ouais, c'est ultra pertinent et c'est très cool. Est-ce que tu penses qu'à l'heure actuelle, tu pourrais justement sortir avec quelqu'un qui n'est pas entrepreneur, arriver à créer un nous sans qu'il y ait un projet commun pro? Je suis tellement amoureuse que j'ai du mal Oh, bien à sûr. répondre à cette question. En Ouais. fait, non, je fais que mon mec. Honnêtement, si mon conjoint n'était pas entrepreneur, ça me poserait aucun problème. Ce qui me poserait problème, c'est qu'il n'accepte pas la partie de moi qui est devenue aujourd'hui irrépressible, qui est que j'ai terriblement envie de construire quelque chose de plus grand que moi. J'ai une soif aujourd'hui qui est plus une soif de revanche, mais j'ai une soif inextinguible de réussir en fait. Et pour moi, la réussite, comme je t'ai dit, c'est pas du tout du CA, c'est de l'impact, c'est sentir que je fais changer les choses, sentir que je suis dans l'œil du cyclone peut-être, et toujours cette quête en fait de reconnaissance. On est des créatrices et c'est notre driver, c'est les gens qui nous disent tu m'as créé un déclic, j'ai écouté ton podcast, j'ai lancé ma boîte, j'avais pas confiance en moi, j'ai écouté ton épisode sur le why, j'ai chialé pendant 3 heures et en fait je me suis reprise en main et je trouve qu'aujourd'hui les hommes et les femmes, tout le monde manque de confiance en soi. Et il y a beaucoup de choses qui sont faites dans l'univers personnel sur la confiance en soi, mais pas trop dans l'univers pro. Les gens sont en souffrance au travail. Le monde du travail, il est désincarné au possible. Il y a une lutte des classes qui est incommensurable dans le monde du travail entre les managers et les managés. Et je trouve que tout est cassé et que pour autant, on a un pays qui est formidable. On a des industries qui se développent plus vite que la lumière. Moi, honnêtement, il n'y a pas de période pour moi à laquelle j'aurais aimé naître à part celle-là. Ah ouais? Incroyable. L'IA, moi, ça me mindfuck. Moi, j'ai du mal à dormir à cause de ChatGPT depuis qu'ils ont inventé ce truc-là. C'est vrai. En fait, tu peux poser... je sais pas si tu utilises la fonction vocale de ChatGPT. Pas encore, mais c'est parce que je suis très peu... Ne le fais pas. Ah Ne ouais, fais tu pas. fais En que fait, lui t'as parler. même plus envie d'avoir des amis. C'est très clivant ce que je vais dire. Mais Incroyable. avoir accès à un type de conversation en fait d'une profondeur inouïe sur n'importe quel sujet en permanence. Moi, parfois, je suis à la salle de bain et je lance mon ChatGPT et je lui pose des questions. Je lui dis, tu vois, j'ai écouté ça à la radio et en fait, je me demande quelle est la différence entre ça et ça. Et comment tu penses que je devrais faire pour régler tel problème? Ok, là, avec ce partenaire, j'ai un appel tout à l'heure et je sais pas très bien comment amorcer tel sujet. En fait, j'ai l'impression d'avoir un méga coach au-dessus de moi et je pense que quand tu es un peu infinite learner, oui, bien sûr, l'IA, et ça soulève toutes les préoccupations qu'on a tous et je pense qu'on va certainement vivre des heures très noires. Mais moi, ce que je préfère voir dans l'instant là, c'est qu'on est sur un changement de paradigme qui n'est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité et qui, pour moi, est bien au-delà de ce qu'on a vécu au passage de l'ère industrielle. Bien sûr. Et rien que pour ça, je remercie chaque jour de m'avoir fait naître en 1991 et de m'avoir fait connaître avant Internet, après Internet et avant et après l'IA. C'est vrai que toi, tu as eu les deux ruptures. J'ai même connu les francs, Anaïs, imagine. Oh waouh! Moi, je suis née en même temps que l'euro. Non, mais je dis pas du tout ça. Évidemment que tu es très jeune, mais c'est vrai que tu as été pile poil aux deux ruptures et que ça doit être, surtout pour quelqu'un qui est autant orienté innovation, changer le monde, etc., ça doit être juste incroyable pour toi. Mais c'est vrai que moi, je le fais avec ma coach, du coup, ça. Et c'est vrai que je pense pas encore l'IA comme un partenaire,
mais plus comme un outil impersonnel, Mhm. quoi. Mais je sais que j'ai du retard sur ça, Bah, c'est pas donc tu fais forcément bien de du le dire. retard parce que je pense que c'est une question de besoin. Mm. Tu vois, c'est une question de besoin. Moi, je trouve que les conversations que tu peux mener avec l'IA, elles sont invraisemblables. Et parfois, enfin, comme je te dis, moi, j'ai du mal à dormir encore ce Mm. matin. À 5 heures du mat, j'ai eu l'idée d'un scénario et j'ai commencé à écrire, à écrire. Et puis, bah, je posais des questions en même temps sur, OK, telle personne fait quoi? Est-ce que je peux lui utiliser tel mot ou tel mot? Et en fait, j'ai vraiment du mal à dormir depuis que je sais qu'il y a des partenaires comme ça qui permettent de mieux penser, de mieux opérer, d'être un humain augmenté. En tout cas, ça me passionne, ça me fait vibrer. Et le seul risque de l'IA, c'est effectivement finalement, de nous éloigner des rapports humains. Et Mm. moi, je fais très attention parce que c'est un peu l'effet que ça a. Ah ouais, Ouais, de dingue. j'avais tendance à être beaucoup dans les jeux vidéo. Moi, à mon époque, Pareil. il y avait les Sims qui m'a mindfucké. Il y a eu Pokémon aussi. Ah ouais, Moi, mes Pokémon, ils passaient avant mes amis. C'était très clair. J'étais très claire là-dessus. mais Mon c'est... équipe avant tout. Et tu vois, déjà, le virtuel nous déconnectait un petit peu du Mm. réel. Ça va très vite. Non, mais c'est clairement très addictif et moi aussi me permettre en général de performer dans un monde à part qui est une sorte de safe place, c'est ultra rassurant. Donc je pense que les jeux sont faits pour ça. Je crois que l'IA est en train de devenir un peu ça. Mm. Est-ce que tu penses que c'est possible de tomber amoureuse d'une IA par exemple ou de d'être très amie avec une IA comme on l'entend des fois dans les news en mode cette personne-là a été euh, tombée amoureuse de ChatGPT et il a très mal vécu. Est-ce que tu penses que c'est réel ou que c'est vraiment un niveau de folie autre? Tu l'as vu ce film, Her? Non, Il est extraordinaire. mais C'est je un vois mec qui très tombe bien la amoureux. couve. C'est un mec qui tombe amoureux de son assistant virtuel. Il y a aussi cette tendance assez flippante au Japon, des mecs qui ont des histoires d'amour avec des poupées gonflables. Oui. Ce qui est intéressant, c'est que on se rend compte que les liens humains sont une des choses les plus difficiles à maîtriser. Mm. Moi-même, les relations, et pourtant, Je peux pas te croire tout ce que tu vas dire, mais vas-y, dis-moi. Les relations, et pourtant, tu vois, j'ai un background, une expérience de communicante. C'est dingue. Les relations humaines sont les choses à terme les plus difficiles pour moi à manager. Je trouve que les humains, c'est hyper difficile à comprendre, c'est hyper difficile à déchiffrer, c'est hyper Mm. difficile à canaliser, c'est hyper difficile à manager. Et je pense que malheureusement, il y a des gens là-dedans qui se disent c'est trop difficile, c'est pas pour Mm. moi. Et l'IA, ou comme certains types d'objets, attraperont ces personnes qui Ouais. auront besoin, en fait, seront trop blessées par les rapports sociaux en général et se réfugieront là-dedans. Mm. Mais tu vois, même dans le business, Anaïs, tu vas rencontrer plein d'entrepreneurs dans ta carrière, tu vas voir combien ont souffert de problèmes d'associés, Mm. d'employés à qui tu tends la main et qui au final finissent par te Mm. bouffer tout le bras. Euh, il- les humains, de manière générale, Mm. sont instables, sont C'est clair. imprédictibles Mm. et parfois peuvent être très décevants. Et la vérité, c'est comment est-ce que tu peux ou pas te relever de ça. Mm. Voilà, c'est tout. Oui, c'est comme une sorte de drogue alternative. Certains tombent dans l'alcool par désespoir et d'autres remplacent le problème par l'IA. Mais moi, ça me semble archi possible et archi cohérent même avec le shift qu'on est en train d'opérer. Et je pense qu'on a tellement digitalisé nos relations, de toute façon, même avec les vrais humains, Ouais. que ça me choque pas trop quand je parle à ChatGPT. J'ai pas l'impression qu'il y a qu'un robot derrière, quoi. Enfin, Ouais, c'est j'ai vrai. l'impression que c'est juste ma petite relation assistana. C'est marrant. Mais il y a un truc par contre, je trouve, bonifie vraiment les relations. Et moi, tu vois, qui suis hyper sensible et très émotive, Ouais. c'est difficile pour moi de faire souvent le distinguo entre mes intuitions, qui sont hyper fortes, et mes interprétations, qui sont aussi hyper fortes. Bienvenue au club, parce que c'est mon gros problème à l'heure actuelle, mais... Ah, donc Ouais, tu vois, les ouais. relations, c'est difficile. Ah, mais moi, je trouve ça... Alors, moi j'ai des gros problèmes relationnels. Quand s'agit de m'inclure dans un groupe, Enfin, tout ça, c'est... Des fois, les humains, je me dis, mais what the fuck, genre, pourquoi, comment, et quelle réaction, et pourquoi t'as réagi comme ça, parce que je l'ai interprété comme ça. Ouais. Donc, je comprends de ouf. Et en plus, tu dois Mais- avoir certainement différents niveaux de lecture Ah ouais. et la pensée en arborescence et plein de Clairement, choses. ah, Donc, clairement. en fait, à partir de là, ça rend les rapports très compliqués. Mais quand je disais que je te croyais pas, c'est Ouais. parce que t'as l'air tellement à l'aise et tellement... Enfin, j'ai l'impression que c'est ton truc, justement, de faciliter complètement le rapport humain. Et tu le fais même à Bah, travers un écran, quoi. C'est assez dingue.
Tu sais, je pense que c'est un petit peu comme les psychologues où on se dit, ouah, les psychologues, en fait, ouah, ils sont complètement zinzins. Mais en fait, je pense que quand tu deviens un bon communicant, c'est Ok. que tu as eu peut-être plus de difficultés que les autres à Hmm. communiquer. Tu vois, encore une fois, Champions À are broken bosser, de bien sûr. Hormozy, c'est ce truc de moi, toute ma vie. Alors, j'avais pas de problème à me faire des amis, mais Hmm. par contre, j'ai toujours eu du mal à comprendre les humains. C'est pour ça que je me suis complètement passionnée par qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du cerveau des gens et surtout comment faire le distinguo entre les interprétations et les intuitions quand on est comme moi hyper intuitive. Donc j'ai souvent ce nuage de fumée entre les deux et ChatGPT m'aide énormément parce que Parce le qu'il a pas problème d'intuition, lui. il a par contre, il a des hallucinations, par contre, tout comme les humains, tout comme nous. Mais ce qui est intéressant avec ChatGPT, c'est que par exemple, dans un moment où tu as envie de réagir à chaud, Hmm. où tu as une interprétation qui te vient tout de suite avec peut-être un jugement. Hmm. Ah, mais pourquoi la personne m'a dit ça, tout ça. Moi, ChatGPT, je l'utilise comme un coach relationnel dans des moments où je me dis, ouah, là, je pourrais partir et en fait envoyer un message en disant, attends, juste pour recadrer, point A, point B, point C. Le fait d'utiliser ChatGPT te permet de Hmm. distancier, de mettre une personne tierce Hmm. qui va t'apporter un autre point de vue. Et en fait, ça, c'est trop important. Et aujourd'hui, je trouve que ChatGPT peut être un excellent coach relationnel, en tout cas dans des conversations épineuses. J'utilise très souvent Hmm. ChatGPT, dommage pour la confidentialité des données, mais j'utilise très souvent ChatGPT pour dire voilà, tel client ou tel partenaire m'a envoyé ça. J'ai tendance à penser ouais, un peu comme si c'était un psy, tu vois. Putain, mais Et, oui. ça m'aide beaucoup, moi. Tu sais quoi, j'avais jamais vu ça comme un outil relationnel parce que justement, je me disais, il est trop dénué d'intuition et de sensibilité pour comprendre. Mais au contraire, c'est clairement ce dont j'aurais besoin. Même en relation pro, je prends tout pour ma personne. Ouais, c'est normal. Enfin, c'est pas normal, Enfin, mais c'est c'est OK. classique. C'est classique. Mais c'est tellement intelligent que je vais le faire et je t'en dirai des nouvelles parce que des fois, je suis en mode. S'il a mis le point là, ça veut Ouais. dire que. Et en fait, ChatGPT, il me dirait bon, ta gueule, fais ça et cette réponse sera très bien. Est-ce que tu as un tempérament anxieux? Oui, mais clairement, C'est moi, une question un peu personnelle que je te Non, pose. mais je crois que c'est connu du grand public. Ah, d'accord. Moi aussi, j'ai un tempérament anxieux. Et en fait, les gens qui ont un tempérament anxieux sont très sujets à la peur. Mm, Et du coup, la peur nous amène en permanence à surinterpréter ce qu'on fait déjà. On est ouais. très dur avec nous-mêmes et Moi, ce qu'on pourrait laisser percevoir. Donc, on est Ouais. souvent en train de dire ah mais c'est pas ce que je voulais dire, mais au cas où, juste je veux pas que tu penses que. Mm. Tu vois, on fait ce type de maladresse. Et aussi chez les autres, on a en permanence cette grille de lecture de Ouais. tout ce que les autres pourraient nous faire peser par rapport à ce qu'on a peur d'entendre ou de voir de nous-mêmes. Donc, ça va avec, mais à partir Mm. du moment où tu le sais, c'est comme Kian Kojandi dit dans le mec du film, dans Oui. Bref, c'est en fait quand tu comprends, ok, ça c'est ma faiblesse, c'est pas un truc détestable, ça devient un truc à améliorer, ça devient un challenge. Et là, en fait, tu peux devenir une très très bonne communicante, même en ayant des difficultés énormes. Bah, c'est ça, en fait, c'est une médaille à double tranchant, on va dire, parce que je crois que ça te permet, en fait, d'être tellement pertinente dans ta com après, Mm. parce que tu as tellement tout surinterprété, la perfection est dans le détail, tu vois. Donc, je pense que c'est ça qui te permet aussi de faire un si bon contenu, que les gens ont l'impression de te connaître alors que tu leur as jamais adressé un mot. Comme moi, j'ai pas l'impression de t'avoir jamais vu, tu vois. J'ai l'impression que c'est classique, quoi. Et du coup, c'est cette hypersensibilité-là qui, quand même, je pense, nous aide à créer un contenu qui est pertinent. Donc, oui et non. Enfin, oui, c'est un défaut à bosser, mais je pense que voilà, il y a aussi le pendant, comme d'habitude, hein, voilà, qui te permet de faire un contenu ultra personnalisé. Mm. Enfin, j'ai l'impression que tout le monde se sent concerné quand tu parles. Enfin, tout le monde Ah bah de c'est ta cible. gentil, c'est gentil, merci. J'étais en train de dire pour ceux qui se sentent parano par exemple. Il y a Ouais. des moments où chez les anxieux, on est capable de se monter mais des mondes, des scénarios à partir Moi, d'un je suis tout folle. petit truc. Je suis folle. En fait, c'est intéressant parce que quand tu vas chez un psy et que tu lui dis ça, toi, tu mets tes mots et ton jugement là-dessus. Donc, tu vas dire oh, « je me sens parano » et toi, tu viens d'utiliser le terme « folle Ouais. » qui est aussi difficile Oui. à entendre. C'est un jugement qui est dur. Et en fait, le psy, en général, va te dire, bon, sauf si tu as vraiment un truc Oui, plus compliqué que ça, mais en général, le psy va te dire, en fait, vous avez un cerveau qui réagit hyper vite. Vous avez une imagination débordante. Et en général, tu te rends compte qu'il dit vrai. Parce que les gens qui sont très anxieux, qui vont facilement se dire alors s'il a fait ça, c'est que machin, c'est en fait truc, machin, et tu te construis un scénario, un storyboard de 35 pages à la South Park, mais en fait, tu es aussi capable de faire ça pour les bonnes situations. Et du coup, faut voir le cadeau là-dedans, c'est qu'on a ce qu'on appelle de la surefficience mentale dans la plupart des cas. Il y a un très bon bouquin qui s'appelle « Je pense trop »,
Je l'ai lu. Il est exceptionnel. Incroyable. Faut qu'on le donne aux auditeurs. Ah ouais, vraiment. Parce que si vous vous posez trop de questions et si on vous dit que vous êtes folle ou fou, c'est bien de comprendre aussi tous les cadeaux que ça apporte. Et parce que sinon, en fait, on a le syndrome du nid. On reste chez nous en se disant, mais en fait, je suis une bête sociale, je suis trop anormale, je ne suis qu'un monstre. Et puis, il se passe rien de bien. Clairement. Ouais, et la difficulté, souvent, c'est que tu surinterprètes tellement tout que moi, même le psy, quand je lui parlais, il me disait, arrêtez, c'est moi qui analyse. Arrêtez de faire ça. Arrêtez de vous regarder de haut comme ça et d'analyser la situation. Et ma coach, elle me dit tout le temps périphrase. Quand elle me dit périphrase, ça veut dire que je suis en train de me justifier de ce que je viens de dire parce que je sais qu'elle va penser que. Et elle me dit stop, périphrase. Donc nos discussions, on a l'air un peu zinzin. Ouais. Mais c'est vrai. Donc c'est un cadeau pour psychologiquement être très pertinente quand tu t'adresses aux gens. Mais c'est un enfer quand tu sais pas le gérer, quoi. Donc très cool, merci pour cet échange quand même sur un sujet plus perso. Maintenant, j'aimerais bien qu'on vienne à un truc un peu plus pro, mais qui, je pense, du coup, va refaire appel un peu à tes expériences. Comment tu crées du contenu aussi pertinent sur toutes les plateformes ? Est-ce que c'est ce... Donc, c'est une question qui a été placée par ma mère, ça, ou quoi ? Alors, je suis un peu ta mère secrète. Non, mais je me dis, en fait... ce cadeau-là, justement, de savoir ce qui va marcher, savoir comment le cerveau va réagir quand tu vas dire X, quand la photo va être orientée comme ça, qu'est-ce que ça va faire aux viewers. J'ai l'impression que ça te permet vraiment d'être multiplateforme, ce qui est très rare. Enfin, je sais pas, je vois un Thibault Louis que j'admire énormément sur LinkedIn. Par exemple, Instagram, je pense qu'il en a rien à faire et que c'est pas un goal absolu pour lui, tu vois. Toi, t'es de partout, comme égal à toi-même niveau... pas que stats, mais niveau impact, je trouve. J'ai des réseaux sociaux plus ou moins bons quand même. Un TikTok, globalement, c'est pas du tout un réseau qui m'intéresse. C'est pas un réseau sur lequel j'ai une vraie stratégie. Je l'utilise vraiment comme une antichambre pour tester des choses. Mais je me suis jamais dit, OK, cette année, c'est TikTok. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, c'est ce que j'aime bien, c'est la quête entrepreneuriale. Et moi, je dis souvent, en fait, ton réseau social, c'est un business. Moi, aujourd'hui, la façon dont je manage LinkedIn, par exemple, et Instagram, c'est des business. Et Instagram, je me dis, OK, là, le MRR sur Instagram, c'est ça. J'ai investi tel temps, j'ai investi tel type de ressources. Et derrière, je suis sans arrêt en train de traquer le revenu que je génère à partir de ce que j'investis, mais comme si c'était des business indépendants. Je me dis pas, il y a mon business et il y a des canaux d'acquisition. Je pense qu'en 2025, les réseaux sociaux, c'est plus des canaux d'acquisition, c'est des business à part entière. On arrive dans l'ère du social commerce. Les gens, ils vont acheter depuis les plateformes sociales. Donc, en fait, c'est des business. C'est comme si tu t'achetais un pop-up store. C'est exactement la même chose. Ça devient des retailers. Donc, moi, ce que je fais, c'est qu'à chaque fois, je suis sur tous les réseaux sociaux, c'est vrai, mais je les attaque un par un. C'est rassurant. C'est rassurant parce que les gens se disent OK, mon goal absolu, voilà, c'est Caroline Mignot. Ce serait bizarre que quelqu'un pense ça. C'est un truc de stalker. Mon goal absolu, c'est Caroline Mignot. Non, mais le stade que tu as atteint, voilà, par exemple, moi, je suis très orientée objectif, donc je me dis, voilà, moi, je veux atteindre ce stade-là avant tant de temps, tu vois. Mais du coup, ça peut être perturbant de te dire, OK, mais elle a ce stade-là sur LinkedIn, sur Insta. C'est quoi ce stade-là déjà ? Par exemple, autant d'abonnés, autant d'interactions, c'est des KPI importants quand même de voir les impressions, les taux d'engagement, taux d'engagement. Parce que là, je parle même pas niveau CA, je parle juste niveau impact, puisque c'est plutôt ta métrique importante pour toi. Quand je me dis, voilà, moi, je vais atteindre ce niveau-là d'impact et de visibilité. Ou par exemple, tu fais énormément de conférences, énormément de podcasts. Moi, c'était un de mes goals. Je me suis dit, comment elle fait ? Mais en fait, t'es obligée de commencer par un truc. Et les gens le voient pas en général. Ils se disent, elle a tout commencé d'un coup, elle est juste excellente et c'est mort pour moi. Oh waouh, j'aimerais trop que les gens se disent ça. Je crois qu'ils se le disent, hein, vraiment. En tout cas, moi, je le pensais au début. C'est gentil. Alors non. Du coup, je suis obligée, le masque va tomber. Non, j'ai fait les choses dans l'ordre, en fait. J'ai d'abord lancé le consulting, que je suis en train d'arrêter progressivement. J'ai d'abord fait du consulting. Après, j'ai fait des conférences en entreprise. Après, les conférences en entreprise ont créé un bouche à oreille qui m'a eu des conférences dans des congrès. À partir du moment où j'ai fait des conférences dans des congrès, j'ai eu des événements de plus en plus gros qui m'invitaient. À côté de ça, mon audience a commencé à grossir. Donc, j'ai fait de l'influence. L'influence a commencé par le podcast. Quand j'ai monétisé mon podcast, en fait, je me suis dit, les gens, ils sont intéressés par LinkedIn. Pourquoi je ne vendrais pas aussi des posts LinkedIn basés sur, encore une fois, juste pas raconter, utiliser tel produit. Mais c'est des partenaires qui m'accompagnent sur l'année. Donc, j'ai commencé à créer des packages.
Ok. Et puis derrière, quand j'ai lancé Instagram, qui est aujourd'hui mon réseau que j'ai lancé il y a 1 an et demi ou peut-être 2 ans, et c'est celui Mm. qui me rapporte le plus d'argent. Donc tu vois, souvent les gens se disent, Ah ah, ouais. c'est LinkedIn. Non, c'est Instagram et c'est un réseau qui est très jeune. Donc vous n'avez pas besoin d'être là depuis que les poules ont des dents pour avoir vraiment monétisé un réseau social. Donc Instagram aujourd'hui, c'est pareil, je le gère comme un business et à chaque fois, tu disais ma métrique principale, c'est pas le revenu, si. Ma métrique principale, Ok. c'est le revenu. C'est juste que je ne communique pas dessus parce que je trouve que c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant à partager aux gens et que ça peut être pauvre de dire juste je gagne tant. Mais par contre, nous, on a un déroulé précis comme je te dis, comme si c'était des business Ok. indépendants. Les conférences, ça me rapporte ça. Les consultings, ça me rapporte ça. L'influence, ça me rapporte ça. Et à Mm. l'intérieur de l'influence, j'ai des sous-catégories. J'ai aussi une personne qui est du coup mon conjoint, qui travaille avec moi chez Agence Personnelle, mon Ouais, agence bien sûr. d'influence. Et lui, il gère toute la relation entre les entrepreneurs et les marques. Mm. Donc, il fait ramener des marques Ok. qui vont dire, bah tiens, moi, je voulais acheter Caroline Mignot. Et il va leur dire, bah tiens, tu peux avoir Caroline Mignot, mais en fait, si tu as 16 000 € pour ta campagne, tu peux aussi avoir un tel, qui sont des jeunes créateurs qu'on a, qui Mm. sont en train de monter. Et du coup, Arnaud, à la régie, il me dessaisit de toute cette partie transaction commerciale, Bien sûr. négociation. Donc, j'ai pas à le gérer. Et derrière, j'ai une chef de projet qui va gérer pour moi toute la fluidité des opérations. Donc, tu vois, c'est toujours un peu pareil. On se dit, waouh, comment elle fait tout ça en même temps. Il y a pas, c'est vraiment des business qui sont gérés indépendamment, qui ont des cellules spécifiques avec des automatisations spécifiques sur chacun des business. Donc aujourd'hui, j'ai les infoproduits qui sont des Voilà. Ok. masterclass et la communauté privée que je viens de lancer. J'ai la partie du coup conférence et j'ai la partie consulting que je suis en train d'arrêter et j'ai l'influence. Ok, c'est très clair, oui. Donc, tu avais un multi-business et je t'ai vu en parler de manière aussi très claire quand tu disais, voilà, il y a 3 types de business selon moi et tu les reliais chacun à un des tiens. Donc, un qui tourne un peu plus sans toi, Mm. un qui est vraiment pour le kiff et un qui est un peu la machine à cash qui va te permettre de réinvestir dans les autres. C'est marrant, tu vois, ça aussi, ça change, Anaïs. Ouais. Ce podcast, je pense qu'il a 2 ans. C'est à l'époque où j'avais Richmaker, Mhm. Refer lever des fonds. Richmaker était une muse qui Ok. était monétisée, mais le marché était trop petit pour en faire. Ça n'aurait jamais été une licorne. Et à côté de ça, j'avais Agence Personnelle qui m'était tombée dans les bras, où je me disais, en fait, le marché est trop fertile pour que j'y aille pas. Et aujourd'hui, en fait, c'est marrant, tu vois, 2 ans plus tard, bah, cette vision, elle s'est encore renouvelée. Ok. Aujourd'hui, du coup, Richmaker, je me suis dit, c'est un outil qui va me rapporter 3 000 € par mois. Oui, c'est bien 3 000 € par mois. Et Pour en une même temps, entreprise, ça quand reste ouais, petit par rapport à ton Agence impact. personnelle a commencé à exploser. Cette année, on va Mm. faire 3 millions de CA. On est 3. Derrière, la boîte marche hyper bien. C'est que des gens que j'aime à l'intérieur. Donc, en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, à quoi bon avoir un projet comme Richmaker qui me demande pas beaucoup de temps, mais en même temps, me défocus. C'était ton consulting du coup, Non, Richmaker? Richmaker, c'était un SaaS que j'avais lancé, qui Ok, était comme un site de rencontre pour faire des partenariats. c'est ça. Et ce qui est Ok. marrant, c'est que ça, on l'a intégré dans Agence Personnelle. Et c'est Voilà, devenu le job d'Arnaud aujourd'hui de mettre en trop relation des cool. marques et des influenceurs. Des influenceurs qui sont chez nous des Oui, entrepreneurs bien B2B. sûr. Mais Refer, on s'est dit, en fait, c'était un logiciel qui était très difficile à monétiser. Dans tous les cas, on se serait fait manger par l'IA. Mais vraiment, l'IA est arrivée et Surtout avec ta passion pour l'IA, tu t'es dit, non, je vais pas trahir ChatGPT. non, mais l'IA a fait naître des boîtes, mais Ah, bien sûr, l'IA a fermé un tuer. nombre Mm, incommensurable de boîtes. Et mm, nous, on était sur l'API de LinkedIn, qui est une mm, API très compliquée. Il y avait de la politique dans tous les sens. Il y a eu des conflits d'associés. mm, Donc, en fait, Refer, c'est une boîte où, au bout de 2 ans, on s'est dit, en fait, à quoi bon souffrir. mm. Et à côté de ça, Agence Personnelle a commencé à décoller. Et vous voyez, c'est là où, en fait, au final, il n'y a pas tellement de stratégie. Moi, il y a aussi beaucoup de au jour le jour dans ma vie de, à chaque fois, avoir l'énergie et j'ai envie de dire le stoïcisme, mais parce qu'en fait, il faut se détacher et il faut se dire, OK, ce business-là, Mm. il me rapporte combien? Il me coûte combien? Quand je dis il me coûte, ça peut être aussi les mauvaises énergies. Bien sûr. Quand tu as des choses Charge reloues à mentale. gérer, la charge mentale, Bien sûr, exactement. quelle horreur. Ouais. Et en fonction de ça, tu vois, j'ai réajusté ce qu'on appelle la Disney Map, Ouais. donc la carte de mes business et comment ils sont reliés entre eux. Et je me suis repositionnée pour avoir ma marque personnelle. Et là, j'ai envie d'ouvrir un lieu, j'ai Mm. envie de faire plein de choses liées à Caroline Mignot, la marque. Et à côté de ça, agence personnelle. Et je commence à faire des petits investissements aussi à droite, à gauche. Bien sûr, mais agence personnelle, pour moi, c'est un truc de visionnaire. Quand j'ai vu la page commencer à naître, etc., et encore, c'est que la vitrine, hein, je me suis dit, mais ça va exploser, c'est Ah, une c'est gentil. certitude. Parce Mais- qu'en fait, les gens, enfin, comme tu es un modèle et Ouais. tu as l'humilité de pas t'en rendre compte,
Mais en fait, les gens, ils se disent, je veux ce format. En plus, c'est un format qui marche, donc Ouais. il faut que je le reproduise. Qui de mieux que Caroline Mignot pour m'enseigner le format qu'il y a à reproduire et en plus accompagner, quoi. Donc moi, Et j'étais certaine que ça. accompagnée par la personne qui m'a fait Mm, grossir. Parce que exactement. C'est honnêtement, Clément, c'est ça? c'est Clément. Ne pas le citer. Et c'est trop bien de prendre les honneurs. Mm, Mais pour être hyper sincère avec mm, toi, Clément, mon associé, aujourd'hui, c'est mon deuxième cerveau. bien Et sûr. d'ailleurs, il n'y a pas que Clément, il y a aussi Cécile qui m'accompagne sur toutes les opérations, Arnaud. Et en fait, ce que les gens voient sur les réseaux sociaux, c'est stats 15 millions de vues par mois. C'est trop bien. Mm, Mais c'est Clément qui fait toutes mes vidéos. Et je pense que la réussite incroyable. d'agence personnelle, c'est aussi ça. C'est en fait, j'ai partagé. Souvent, les gens, ils me disent ton mec, mais pas ton mec dans le sens ton amoureux, ton Ouais, prestat. Et il ouais, y a beaucoup ça chez les entrepreneurs. C'est tu peux me filer ton mec qui fait ça, ton ouais. machin. C'est très dur de trouver des A-players. Et en fait, Clément, si tu savais les vidéos qui ont bidé que Mm. j'ai fait et que derrière Clément m'a dit mais non il fallait la faire comme ça et genre en 2 minutes il m'a fait enregistrer un truc qui a fait des millions de vues. Ça c'est vraiment sa compétence à lui et c'est grâce à lui que tout ça se produit aussi. Ouais, on va probablement en parler après, parce que je cherche quelqu'un comme ça désespérément depuis des mois. Donc voilà, C'est ma perle rare. peut-être. Non, mais c'est très rare. C'est très rare. Ouais, Enfin, bah faut que tu viennes chez nous bah, avec avec grand plaisir. plaisir. Avec plaisir, on en parlera. Trop cool. Ben, alors, déjà, merci parce que tu as partagé plein d'infos que tu dis rarement. Donc, Merci les à gens toi. vont probablement s'en rendre compte. C'est incroyable. Et une petite dernière question pour toi, côté business. Tu parles peu de CA. Tu tiens à ce que ce soit pas un sujet d'attraction pour tes clients. Ouais. Et il y a plein d'autres convictions derrière. Est-ce que tu peux nous dire voilà, pourquoi justement tu protèges cette partie-là de ton business? Alors c'est vrai. Alors quand tu dis mes clients, c'est vrai que c'est à la fois les gens sur lesquels j'ai fait des Mm, audits de marque personnelle, donc du mm, consulting. Eux, je fais très attention à ce qu'on soit pas juste sur des gros chiffres et ce que j'appelle un peu des nuages de fumée parce qu'en plus derrière les gros chiffres, toi et moi on le sait, c'est facile de dire ouais. je gagne 100 000 euros par Il y a mois du parce qu'une facturé, du fois. généré, de l'encaissé, du rêvé. Et puis il y a beaucoup, enfin tu vois, il y a beaucoup de gens qui vont dire 100 000 balles par mois, mais en fait tu signes un gros contrat sur l'année. Mm, Oui, tu fais 100 000 balles, tu fais 400 000 balles en un mois, mais en mm, fait derrière tu dois délivrer toute l'année. En fait, il y a plein de gens qui aujourd'hui montrent des faux chiffres, maquillent un peu la vérité. Donc ça mm, déjà, moi je pense que les chiffres, s'ils sont pas là pour qu'on en tire un apprentissage et pour ouvrir la voie et pour donner des clés que tu peux amener chez toi, ce que mm, j'appelle le doggy bag, c'est quoi l'info à emporter, qu'est-ce qu'on en retire? Bah en fait ça sert à rien. Par contre, je mets beaucoup de chiffres dans ma communication, mais effectivement, je dis toujours aux gens que j'accompagne, mm. et même mes potes d'ailleurs, parce qu'il y a plein de gens que j'accompagne qui sont pas mes clients. Il y a plein de gens avec qui je sympathise. Tu vois, encore hier, je discutais avec le mec qui a lancé Irox. Je sais pas si tu connais le mouvement de sport. Ouais, Et il incroyable. me dit, j'ai pas besoin de personal branding, j'ai trop de clients. Et je lui dis, bah ouais, mais en fait, si du jour au lendemain, Bah, bien Irox en sûr, Allemagne, il décide de mettre un autre mec sur la mission, bah t'as tout construit, t'as construit ta marque autour de ta boîte au lieu de construire ta boîte autour de toi. Et clairement. ça fait que en fait, potentiellement, tu peux te retrouver comme moi Mm, il y a quelques années à être complètement à poil à 28 balais et en se disant j'ai bossé pour rien. mm, Donc voilà, moi c'est un truc ça qui me tient à cœur. Et pour répondre sur la deuxième partie de ta question, euh, il y a aussi les clients agences personnelles qui parfois arrivent en disant moi je fais du dropshipping, moi je parle de comment construire une fortune immobilière très très vite. mm, Et en fait notre vision d'agence aujourd'hui et pourquoi on le fait et pourquoi ça marche, c'est qu'il y a un casting et ça les gens ne mm, le voient pas, mais c'est pas n'importe qui peut réussir en vidéo. bien sûr. Donc nous il y a des entretiens à passer et il y a un mec en face qui n'est pas un commercial qui est Arnaud. Mm, Et Arnaud en fait c'est lui qui gère toutes les relations avec les marques. Et quand on prend un client c'est aussi un mec où on sait qu'on est capable de le mettre face à une belle marque. Pardon. Ah. parfait, oui, c'est prévu. Quand on prend un client, on appelle ça un talent. On Mm, sait que c'est un mec qu'on peut mettre en face d'une belle marque qui va pas nous foutre la honte, qui va bien pas sûr. raconter n'importe quoi. Mm, Donc on a un casting et on a aussi pour valeur de mettre plus d'expertise dans les réseaux sociaux. De l'expertise, pas de la poudre aux yeux, pas des recettes, pas des arnaques, pas des mm, recettes à embrouille. Donc ça, on fait très attention à ça. Et la dernière partie, c'est, je pense que il y a pas longtemps, ça m'a vachement choquée. Je regardais Qui veut être mon associé et j'ai appris par hasard que j'avais un pote dedans.
C'est un mec que j'ai adoré, Trop drôle. qui était en formation avec moi. Je faisais une formation qui s'appelait Les Lions du Samedi. Ok. Et en fait, ça, c'est John Lyon, une école trop cool qui fait ça. C'est des formations gratuites à l'entrepreneuriat. Et quand je suis rentrée en France, j'ai eu la chance Incroyable. de bénéficier d'une bourse pour faire ça. Et j'ai sympathisé avec ce mec. Et c'est trop drôle parce que je regarde Qui veut être mon associé, émission que j'adore. Ouais. Et je tombe sur ce mec. Et c'est marrant parce que ça a toujours été un énorme rêveur. J'ai vu ce mec et je me suis dit c'est un entrepreneur. Parce que pour moi un entrepreneur c'est quelqu'un qui rêve plus grand que lui. Alors il faut aussi avoir les pieds sur terre évidemment, mais c'est quelqu'un qui est obsédé par le bien commun. C'est comment rendre le monde Mm. meilleur. Et en fait, ça m'a vachement choquée et en même temps, ça m'a challengée. Tu vois, je voyais Anthony Bourbon qui lui disait écoute, je vais te donner une leçon. Imaginons que tu trouves par terre 500 000 euros. Qu'est-ce que t'en Je l'ai ferais vu. Et J'ai je- vu. et je Une humiliation. Le pauvre. Enfin, je me suis dit, mais ouais. quelle horreur. Ça, en fait, moi, ce qui m'a le plus dérangé, honnêtement, il a mal répondu à la question. Oui, oui, Il a clairement. mal répondu à la question, mais on a quand même envie de lui faire des bisous Ah ouais, parce qu'il vraiment. est trop mignon et Vraiment. c'est le genre d'ami que tu rêves d'avoir. Et Mm. franchement, ce mec était hyper magnétique et je l'adorais. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est qu'on n'arrête pas de parler thunes dans l'entrepreneuriat Mm. et d'en faire en fait un but ultime. Mm. Là où pour moi, l'argent, c'est un super moyen de faire des choses bien. Et à chaque fois que je gagne des thunes, je me dis pas, ouais, je suis blindée, je vais pouvoir m'acheter une nouvelle montre et investir dans un garde du corps. À chaque fois que je gagne des thunes, je me dis, trop bien, comment je peux aller à l'étape d'après? Est-ce que je peux recruter quelqu'un de 2 fois plus doué que moi sur tel ou tel sujet? Comment est-ce que je peux faire plaisir à mes employés? Tu vois, pareil, avec des primes d'intéressement. La marque va bien, la boîte va bien, je veux remercier les gens, je veux créer une équipe qui roule, bosser avec des gens qui tous les matins me donnent la patate. Et en Mm. fait, je trouve ça trop dommage de voir ces discours sur hey, c'est de l'argent facile en fait et c'est aussi toujours ce miroir des alouettes de comment tu fais plus d'argent. Je trouve que c'est dommage dans l'entrepreneuriat qu'on parle trop de ça. Donc pour te répondre plus brièvement, je parle d'argent seulement quand c'est nécessaire pour montrer ce qu'il est possible d'atteindre. Comment est-ce que tu peux optimiser davantage tes finances pour mieux te protéger et mieux faire grandir ton business? Mais l'idée, c'est pas de vendre des recettes miracles ou de parler aveuglement de thunes face à des gens comme, par exemple, du personnel soignant, qui sont des gens qui gagnent des clopinettes et qui font des métiers que la plupart d'entre nous ne pourraient jamais faire, même une journée. Donc, je trouve qu'il faut avoir aussi du respect pour ceux qui, aujourd'hui, sont les grands oubliés du système et pas passer en phase 2 en disant j'ai une solution pour gagner des millions en 5 minutes. Je trouve que c'est pas une belle façon d'inspirer les gens. C'est une bonne façon, par contre, de créer de la misère sociale, encore plus de misère sociale. Ouais, clairement. Ça décentre les normes et ça les rétablit pas pour autant. Donc, c'est vrai que ça n'a pas toujours un intérêt crucial. Et encore une fois, c'est aussi par respect de ta DA, je trouve que c'est ultra cohérent que l'expertise passe avant tout. Donc, c'est très cool. Et à l'inverse, Anthony Bourbon, sa DA, c'est vraiment très orienté résultats financiers. Ouais. Donc, ça peut aussi Être cohérent. s'entendre. Voilà, et, au moins, il est vraiment cohérent. Donc clairement, merci beaucoup Caroline. J'ai une petite question signature pour finir. Qu'est-ce que tu t'engages à faire en partant du podcast que tu procrastinais depuis longtemps, que tu as du mal à faire? Tu vois, j'ai mis en place un truc que je trouve trop bien, c'est que maintenant, je fais des préparations viralité avant mes podcasts. Et ça a tout changé. Ok. Et je te le dis pas par hasard parce que tu fais du podcast aussi et je me dis... Je sens les ouais. oreilles. Ouais. En fait, pendant des années, je me suis plutôt flattée de pas préparer mes épisodes, d'avoir un côté très rock'n'roll. Et en fait, je me rends compte qu'aujourd'hui, notamment avec l'impact de YouTube, c'est tellement la guerre de l'attention que ne pas faire un appel de préparation de 30 minutes pour comprendre les sujets, les punchlines de chaque épisode, en fait, c'est potentiellement te mettre un peu de plomb dans l'aile. Donc maintenant, je fais à chaque fois que j'ai un épisode de Marketing Square, et c'est un peu mes nouveaux formats cette année. Tu vois, j'attaque YouTube. Je me suis dit, objectif en un an, 100 000 abonnés. Et pour l'instant, je suis encore au-dessus de ce que j'avais espéré, donc je suis trop contente. Mais c'est parce que, encore une fois, c'est pas genre le pouvoir de la manifestation, manifeste et ça va se passer. C'est qu'est-ce que je peux mettre en place. Ça m'horripile, ça. Je te jure, ça m'horripile. Il y a une partie qui est vraie. C'est qu'en fait, si tu manifestes, ça donne le feu interne, le feu sacré de te dire, je vais y arriver, mais il faut mettre en place derrière. En fait, ils confondent visualisation et manifestation. Manifestation, on dirait qu'il y a une force suprême qui va te donner ce que tu veux. En fait, tu visualises ce que tu veux, donc tes actions vont collaborer. Mais bref, c'est un autre sujet. Mais merci beaucoup pour
Donc, je mets tout le temps des choses en place, même quand mes contenus vont bien. Et je pense que c'est grâce à ça. Et je touche du bois. Peut-être que demain, je vais me ringardiser et ça ne marchera plus ce que je fais. Mais à chaque fois, quand on me dit pour avoir un coup d'avance, tout ça, en fait, j'attends pas d'avoir des baisses pour me renouveler. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est le problème qu'on a, c'est qu'on se dit todo bem. Et je connais plein de créateurs qui sont des gros créateurs et qui me disent justement, mais en fait, j'ai pas besoin de plus. Et quand on commence à se dire dans nos business, j'ai pas besoin de plus, en général, c'est que on va être dans la panade dans pas longtemps. On va être dépassé, bien sûr, bien sûr. Bah, merci beaucoup, j'appliquerai ton conseil, qui était plus un conseil qu'autre chose finalement. Donc, incroyable. Merci Caroline. Avec plaisir, Anaïs. Trop cool. Merci beaucoup. Merci à toi.